C'est l'heure du second débat de ce sens public consacré à la nouvelle ère des prédateurs. De Trump à Poutine en passant par Xi Jinping, ils mettent leurs empires, leur puissance militaire au service d'objectifs commerciaux, pétrole, terres rares, matières premières, l'eau également. Rien n'échappe à leur convoitise. Comment l'Europe peut-elle se défendre? Avant d'en débattre, les dernières offensives de Donald Trump racontées par Flora Sauvage. En capturant dans la nuit du 2 au 3 janvier le président vénézuélien Nicolás Maduro et en s'emparant des ressources pétrolières du pays, Donald Trump a fait du Venezuela la première pierre d'une vassalisation par la force au mépris du droit international, renouant ainsi avec la tradition impérialiste américaine. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nous ne voulons donc pas que quelqu'un d'autre s'implique et que nous nous retrouvions dans la même situation que celle que nous avons connue pendant toutes ces dernières années. Donald Trump lorgne déjà ailleurs. Au Groenland, les ressources minières de l'île alimentent son ambition. Dès le début de son second mandat, Donald Trump a choqué l'Europe en évoquant une possible annexion au nom de la sécurité nationale américaine, malgré l'opposition du Danemark et des Groenlandais. Seuls les États-Unis peuvent protéger cette terre gigantesque, ce morceau colossal de glace, le développer, l'améliorer et faire en sorte qu'il soit bénéfique et sûr pour l'Europe et bon pour nous. C'est pourquoi je demande l'ouverture de négociations immédiates afin de discuter à nouveau l'acquisition du Groenland par les États-Unis. Tout comme nous avons acquis de nombreux autres territoires au cours de notre histoire, tout comme l'ont fait de nombreux pays européens, il n'y a rien de mal à cela. La tension est redescendue d'un cran après le revirement inattendu de Donald Trump, renonçant à l'annexion du Groenland. Avec son potentiel minier et son accès à l'Arctique, l'île reste pour le moment dans le giron du Danemark. C'est l'ère des nouveaux prédateurs que l'on analyse tout de suite. Et je vous présente mes invités. Jean-Baptiste Velu, bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'économie et de la politique américaine contemporaine, cofondateur de l'Observatoire de la politique étrangère américaine. Arnaud Aurin, bonsoir et bienvenue. Vous êtes économiste, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous publiez Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude. C'est aux éditions Flammarion. Mika Blujon-Mérède, bonsoir. Et bienvenue à vous aussi. Vous êtes chercheur en géopolitique de la transition énergétique, spécialiste de l'hydrogène, du Groenland et des pôles à l'université Québec Trois-Rivières. Et vous êtes chargé d'enseignement pôle énergie-climat à l'école de guerre. Et vous avez préfacé la traduction française du livre d'Elisabeth Buchanan. Alors tu veux acheter le Groenland? C'est aux éditions Saint-Simon et Anne-Charlène Bézina. Et restez à mes côtés, évidemment, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. En fait, dans ce débat, on a titré les nouveaux prédateurs. Est-ce que c'est une expression que vous employez, Jean-Baptiste Velu, pour qualifier Donald Trump, mais aussi un Vladimir Poutine ou un Xi Jinping? Alors en politique étrangère, je parlerais plutôt de nouveaux impérialismes ou d'arsenalisation de l'interdépendance. Je dirais qu'en économie politique internationale, c'est plutôt les termes qu'on utilise, cette arsenalisation, mais qui rejoint finalement cette question de la prédation dans un système où le droit international est remplacé par une loi de la jungle, donc finalement le terme de prédation est assez pertinent. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce sont les derniers mots de votre livre. La conclusion, vous dites, c'est le slogan du capitalisme de la finitude que vous décrivez, Arnaud Aurin. Alors on ne peut pas reprendre toute la thèse du livre, mais j'invite nos téléspectateurs à s'y plonger. Moi, je retiens cette course aux matières premières qui est de plus en plus violente, qui est forcément associée à une forme de puissance militaire. Il y a ça ? Oui, enfin en tout cas de coercition. Oui. Effectivement, nous sommes en train de quitter un monde qui était organisé par une puissance hégémonique, en fait, les États-Unis d'Amérique, qui l'avaient façonné à leur image et qui avait organisé un certain nombre d'institutions libre-échangistes. Et donc s'accaparer des marchés ou des ressources, ça se faisait sur la base du principe concurrentiel et sur la base de la théorie des avantages comparatifs qui avait été théorisée au XIXe siècle par David Ricardo et puis qui avait été développée par les penseurs libéraux au XXe siècle. Ce monde-là, en fait, il est en train de disparaître sous nos yeux. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on voit un tel monde qui s'efface pour un autre. À la fin du XIXe siècle, on avait déjà eu une première forme de mondialisation libérale qui s'était mise en place, là aussi, grâce à une puissance hégémonique, la Grande-Bretagne alors, qui était aussi un hégémone naval, un hégémone monétaire, culturel en partie, et qui avait dû s'effacer devant la montée en puissance de nouveaux
empires, hein, le Second Empire allemand, l'Empire japonais, les États-Unis d'Amérique. Et dans ce monde-là, alors, le libre-échange, il ne fonctionne plus. Là, on a quoi? Alors moi, je simplifie en disant Chine, Russie et États-Unis, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi des empires privés, d'une certaine façon. Les deux, effectivement. Alors, je laisse un petit peu de côté la Russie, qui est en train de se faire vassaliser par la Chine, hein, et si elle n'avait pas l'arme nucléaire, il faut quand même rappeler que la Russie, c'est le PIB de l'Italie, hein, donc c'est quand même pas une puissance économique majeure. Alors effectivement, on a deux silos impériaux qui se mettent en place, hein. C'est-à-dire que la puissance hégémonique d'hier, les États-Unis d'Amérique, elle sait désormais, ces élites politiques, économiques et militaires savent qu'il est devenu de plus en plus difficile de réguler le monde par sa propre puissance, parce qu'il y a un rival systémique qui produit tout mieux et à moins cher qui est apparu, la Chine. Et puis on a également, c'est ce que vous disiez, hein, on a des compagnies-États. On a à l'intérieur de ces empires, de ces silos impériaux, on a des firmes qui ne sont plus tout à fait les multinationales d'hier, qui sont des firmes qui sont à la fois marchandes, elles achètent et vendent des choses, et à la fois souveraines. Ce sont des quasi-États. Elles possèdent des prérogatives souveraines. Amazon, par exemple, sur la logistique, c'est la logistique, les grands entrepôts, mais je pense principalement aux satellites de M. Musk, qui peuvent servir pour des activités militaires, aux câbles sous-marins, à l'espace public également. X, c'est la capacité à déstabiliser les gouvernements également. Donc ces firmes, compagnies-États, elles sont à la fois en coalition avec leurs propres États, elles obtiennent des marchés publics et en concurrence avec eux. Alors, on a posé à grands traits, hein, mais merci de l'avoir fait, le décor. Et on va beaucoup parler du Groenland, et c'est pour ça que vous êtes là, évidemment, Mika Boujon-Mérette, parce qu'on a un Donald Trump. Alors, il ne parle plus d'intervenir militairement au Groenland. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. C'est la question que j'allais vous poser. La menace, elle n'a pas totalement disparu, quand même. Non, et tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, ce que Donald Trump a fait sur la fin du mois de janvier depuis Davos, c'est effectivement un recul, parce que tout simplement, d'un point de vue militarisation du Groenland, on va dire invasion ou action hostile, les Européens ont réagi suffisamment vite et suffisamment bien de manière systémique sur l'ensemble du territoire groenlandais, avec peu de moyens, mais par rapport aux besoins au Groenland, c'était exactement ce qu'il fallait pour ne pas partir dans une escalade trop importante. Et donc, dans ce contexte, on a vu Donald Trump reculer parce que les Européens ont réagi sur le volet militaire, mais aussi parce qu'il y a eu une prolongation, une ramification de ce qui s'est passé au Groenland sur le volet financier et notamment sur la question du financement de la dette états-unienne avec des fonds européens, d'abord danois, puis norvégiens, puis suédois. On reconnaît bien sûr ici une forme de solidarité nordique qui se sont tout simplement délestés d'une belle partie, c'est-à-dire plusieurs milliards de dollars de bons du trésor US et américain. Et donc ça a généré aussi un effet, non pas de panique, mais en tout cas un effet pour, à Washington DC et à New York, montrer que ce que Donald Trump voulait faire sur le terrain, ça se traduisait sur le volet financier et c'était évidemment pas rien. C'était une menace bien utilisée par les Européens, on peut dire ça comme ça ? Plus qu'une menace, c'est-à-dire que sur le fond des titres de dette, ça a été une réalité. C'est-à-dire que ce délestage a été une réalité et a généré, ça a été juste avant Davos, hein, ça a été dans les 2 jours juste avant Davos, il y a une dizaine de jours maintenant, et ça a généré effectivement un effet boule de neige. Je vais vous poser un peu la même question à tous les trois. Vous vouliez intervenir, Anne-Charlène? Non, posez-la, parce qu'on est un peu dans les prolégomènes, justement, peut-être un concept sur lequel je pense qu'on va revenir plusieurs fois, qui est celui de souveraineté, en fait. On se rend bien compte qu'il est tarte à la crème, on le met partout, on parle de souveraineté industrielle, de souveraineté énergétique, de souveraineté militaire. Et en fait, je pense que ces empires-là traduisent justement le fait que c'est la dilution de ces souverainetés qui nous a amenés où on en est, à cette idée de revenir aux impérialismes, parce que la mondialisation, elle a amené justement la titirisation de la souveraineté de l'État, qui est devenue financière, qui appartient finalement à beaucoup de monde. Et tous ces éléments-là, ça amène un retour en force de ce concept, et à la fois, il est très dilué. Donc c'est très compliqué. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est la capacité de réaction de l'Europe. Et je vous pose la même, d'une certaine façon, à tous les trois. Face à ces empires, peut-être plus agressifs, plus gourmands en matières premières, la capacité de l'Europe à se défendre, et selon quel principe aussi? Ça va être un peu ce sur quoi on va se concentrer. Je commence avec vous, Jean-Baptiste Velut. Alors l'Europe est bien sûr prise en étau entre ses puissances, ça, on le dit souvent. Ce dont elle dispose, c'est peut-être sa puissance normative, sur laquelle elle essaie de jouer. C'est peut-être le dernier garant d'un multilatéralisme qui est en train d'éclater. Et finalement, on se rend compte que ce jeu d'alliance qu'elle essaie de jouer peut être
un moyen de pression sur les États-Unis. Je pense notamment, là, on a vu les négociations commerciales qui s'accéléraient, que ça soit avec le Mercosur, et là-dessus, ça a joué enfin, les rivalités avec les États-Unis ont joué un rôle clair. Récemment, la conclusion de l'accord avec l'Inde. Oui. En septembre, c'était avec l'Indonésie. Je parlais la semaine dernière avec un représentant de la Commission européenne qui me disait qu'ils étaient aussi en train de négocier sur l'accord de CPTPP dans l'accord transpacifique, dont s'était retiré Donald Trump en 2016. Donc l'UE, quelque part, est en train de jouer ce jeu d'alliance qui s'adresse à la fois à Donald Trump, mais aussi à son électorat et au milieu d'affaires, en disant « Regardez, nous continuons les négociations et nous ne nous laissons pas intimider. » Arnaud, est-ce que l'Europe est armée pour se défendre face à ces empires prédateurs ? Il est difficile d'être une puissance réglementaire dans un monde de prédateurs. Oui. Où le droit international pèse plus grand-chose. Le problème, c'est que l'Union européenne s'est construite, en fait, sur un paradigme économique qui était celui du néolibéralisme, l'indépendance des banques centrales, la baisse des droits de douane, les règles internationales de l'OMC, l'idée selon laquelle il fallait tout transformer en un grand marché. Mais ça implique qu'il y ait une puissance qui dise le droit de circuler librement sur les mers, de permettre aux marchandises de circuler de manière pacifique sur le globe. Et ça implique que les règles du droit international commercial soient respectées. Et ça, si plus personne ne le fait respecter ou ne le fera respecter à l'avenir, eh bien, ça pose un gros problème à l'Europe. Alors, effectivement, on a l'impression d'une espèce de course en avant, là, depuis quelques mois, quelques semaines, où l'Europe veut essayer de signer les derniers accords de libre-échange possibles pour essayer de continuer à vendre des automobiles allemandes et des machines-outils et de la chimie allemande aux Indiens ou en Amérique du Sud. Un peu de produits français quand même. Un peu. Un peu de vin, un peu de spiritueux. On a l'impression de cette course en avant, effectivement, d'être fuite en avant. La question, c'est que ça implique un monde dans lequel les prédateurs laissent agir cette puissance et le droit. Et en fait, l'exemple paradigmatique, c'est Mark Carney, le Premier ministre canadien. Oui. Qui a tenu un discours très intéressant à Davos, qui a dit eh bien en fait, nous avons vécu sur une illusion qui était celle d'une puissance, effectivement, qui organise le droit international et l'économie de manière libre-échangiste, etc. Et ça, c'est terminé. Et il a dit, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de signer des accords avec d'autres, et par exemple avec la Chine. Et que lui a répondu Donald Trump ? Il lui a répondu, très bien, si vous faites ça, on va vous mettre 100% de droits de douane. Et tout est comme ça. C'est-à-dire, est-ce que, si vous signez tel ou tel accord de libre-échange, les États-Unis et la Chine vont vous mettre des droits de douane ? Ou alors la Chine va vous couper les terres rares, comme elle est capable de le faire, et elle l'a fait en 2025. Elle va vous couper d'autres accès à des métaux critiques. Les mers, qui va dire le droit d'aller librement sur les mers si la puissance hégémonique américaine et ses 7 flottes prépositionnées décident, pas demain, mais dans quelques années, de se dire « non, finalement, on va se retirer sur notre silo impérial de l'hémisphère américain, et puis vous allez vous débrouiller, en fait, sur la mer Rouge, sur la Méditerranée, sur l'océan Indien, etc. etc. » À partir de ce moment-là, l'Union européenne, puissance néolibérale, va avoir un problème. Alors, allez-y, Mika. Je voudrais apporter 2 bémols. Je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais 2 petits bémols. Concernant la Chine est tellement en difficulté d'un point de vue de son marché intérieur que la Chine a besoin effectivement de continuer à exporter. On pourrait dire que c'est une forme de prédation par l'exportation sur d'autres industries, d'autres territoires. Et très clairement, la Chine a besoin d'une Europe qui respecte son propre droit, une Europe qui maintient ses règles néolibérales, comme le disait Arnaud Aurin, parce que de fait, pour la Chine, et puis comme l'a dit Emmanuel Macron à Davos, avec évidemment cette séquence qui a évidemment fait le buzz sur tous les réseaux sociaux. Oui, l'Europe, elle est lente. Oui, l'Europe a besoin de réformes, mais au moins, elle est loyale et vous connaissez les règles du jeu. Pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire que le fait de connaître les règles du jeu et d'avoir un cadre réglementaire qui soit difficile à mettre en œuvre. Dans le cas de l'hydrogène, par exemple, ça a mis 3 ans pour arriver à une négociation commune pour des normes harmonisées au niveau européen. Donc ça a mis du temps. Mais de fait, la Chine a besoin d'un marché comme l'Europe où il y a la prédictibilité. Ça, c'est
le premier point. Donc ça veut dire, vous allez continuer après, mais je veux juste rajouter quelque chose. Ça veut dire que l'aspect réglementaire européen peut aussi être un atout commercial. C'est ce que j'entends. Exactement, pour la Chine, pour le Canada, pour d'autres acteurs qui ne sont... Et ici, je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas des États-Unis non plus, qui de fait sont sortis quelque part de cette possibilité, en tout cas de cette volonté-là. Mais pour la Chine, il y a un vrai besoin, parce que sinon, s'ils ne peuvent pas exporter, et de fait, s'ils ne peuvent pas essayer de prendre des parts de marché en Europe, c'est l'économie chinoise qui a risque de ne pas croître comme elle l'entend. Mais je ne comprends pas bien en quoi c'est un atout pour l'Union européenne. Parce que là, ça veut dire ouvrir une nouvelle fois son marché. Et dans une union où on a de moins en moins d'avantages comparatifs, et pratiquement plus aucun vis-à-vis des innovations chinoises, je ne vois pas très bien où c'est un avantage pour l'Union européenne. Alors, je ne parle pas d'ouvrir le marché à nouveau, je ne parle pas de dérégulation, bien au contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la prédictibilité du droit, c'est-à-dire le fait qu'on ait un cadre normatif rassurer des partenaires, et qu'on ait les moyens de faire respecter ce cadre normatif, que ce soit sur le volet fiscal, que ce soit sur le volet douanier, que ce soit sur le volet, effectivement, des normes appliquées aux produits ou aux standards ou que sais-je, ça donne une prédictibilité pour les investisseurs étrangers ou pour ceux qui veulent exporter. Alors, c'était le premier volet de votre démonstration. Vous vouliez dire autre chose après? Est-ce que vous en souvenez ou pas? Oui, bien sûr, je m'en souviens. En un mot, l'Europe aussi est prédatrice. Par exemple, si on prend le cas du Groenland, on en a déjà parlé sur ce plateau avec un mot barbare comme le molybdène, par exemple. Quand on sait qu'une mine au Groenland peut remplir 25% des besoins annuels de l'Union européenne en molybdène, on prend que un matériau critique. C'est une des terres rares ou un des matériaux critiques? Alors, le molybdène, c'est pas une terre rare. Le terre rare, c'est la famille des lanthanides, c'est 17 métaux différents. Là, le molybdène, c'est donc un métal critique pour ce qui est de l'Union européenne, mais aussi pour les États-Unis ou aussi pour la Chine, parce que c'est un métal qui va être très important pour tout ce qui va être acier renforcé, que vous fassiez des ponts, que vous fassiez des carlingues, que vous fassiez des coques de navires, etc., vous risquez d'avoir besoin de molybdène. Donc de fait, quand l'Europe aujourd'hui importe 100% de son molybdène, typiquement un territoire comme le Groenland, c'est pas juste un territoire où les enjeux de souveraineté vont s'imposer, c'est aussi un territoire où on va rentrer en clash avec la Chine ou avec les États-Unis qui sont en compétition avec nous pour les mêmes matières. À l'instant, il y a quelques minutes, Donald Trump a annoncé d'ailleurs avoir signé un accord de droits de douane avec l'Inde, accord commercial avec l'Inde dont Attendez, je retrouve la dépêche. Elle est là, voilà, avec une baisse des droits de douane à 18% contre 25% aujourd'hui. Le Premier ministre indien a accepté d'arrêter, c'est du Donald Trump, d'arrêter d'acheter du pétrole russe et s'est engagé à acheter plus de pétrole auprès des États-Unis et potentiellement du Venezuela. Écoutez, regardez, on avait prévu un extrait d'une interview du président américain qui, justement, se comporte déjà comme le propriétaire du pétrole vénézuélien. Écoutez. La Chine est la bienvenue au Venezuela. Elle fera une très bonne affaire sur le pétrole. Nous accueillons très volontiers la Chine. Nous avons déjà conclu un accord. L'Inde arrive et elle va acheter du pétrole vénézuélien plutôt que de l'acheter à l'Iran. Donc nous avons déjà conclu cet accord, le principe de l'accord, mais la Chine est la bienvenue pour venir acheter du pétrole. Jean-Baptiste, qui décide vraiment de la destination du pétrole vénézuélien aujourd'hui? C'est peut-être pas facile de répondre à cette question, mais... L'aplomb avec lequel il dit tout ça est absolument effrayant. En fait, si on revient 20 ans en arrière, on se rend compte que ce que faisait George W. Bush en Irak était regardé à la loupe pour savoir s'il y avait une collusion d'intérêts. On le reprochait. C'est un bon nom, en réalité. Et aujourd'hui, les États-Unis ouvertement disent mais bien sûr que c'est notre pétrole. Et donc, est-ce qu'il va le décider? Ça reste bien sûr. Il faut toujours nuancer, faire la part des choses entre ce qu'il dit et ce qui se passe réellement. On sait déjà que les grandes compagnies pétrolières américaines l'ont pas suivi. Pour l'instant, on verra bien, dans l'hypothèse d'investir des milliards, peut-être des dizaines de milliards pour relancer les forages pétroliers au Venezuela. C'est un élément de l'équation. Effectivement, les compagnies pétrolières lui ont fait savoir que ce plan formidable d'investir dans le Venezuela était beaucoup plus coûteux et puis un pari à long terme qui est un pari géopolitique. Qu'est-ce qui va se passer quand Donald Trump sera parti? Est-ce que le Venezuela va remettre la main sur les fonds pétroliers? C'est une question qui reste ouverte. Il y a une explication technique aussi à ça. C'est qu'aujourd'hui, alors le pétrole vénézuélien, c'est pas le même pétrole de la même qualité que le pétrole saoudien, par exemple, du Moyen-Orient. C'est un pétrole qui est très visqueux et c'est un pétrole qui est très soufré. Donc, moyennant quoi, c'est un pétrole qui coûte cher à raffiner pour transformer en produit de plus haute valeur ajoutée. Et
qu'aujourd'hui, les meilleures capacités de raffinage pour ce type de pétrole-là sont justement aux États-Unis, au Texas. Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre de dire ça. De fait, oui, parce qu'en réalité, soit effectivement, on va avoir des sociétés américaines qui vont refaire tout le système de raffinage vénézuélien et qui en auront le contrôle, soit le pétrole brut vénézuélien sera amené au Texas, en Louisiane, raffiné, transformé en produit à plus de valeur ajoutée et exporté à partir des États-Unis. Dans ce monde de prédation que vous décrivez, Arnaud Rhin, dans votre livre, vous parlez beaucoup des mers et de la militarisation des mers. Vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais là on parle de pétrole. Est-ce que ça veut dire que le transport de pétrole va être de plus en plus protégé, militarisé d'une certaine façon ? Ça, c'est un point extrêmement important. 80 à 90% de nos échanges mondiaux passent par les mers. Et effectivement, nous vivons... le Wall Street Journal s'était interrogé il y a quelques mois là-dessus. Est-ce que nous vivons sur une fiction depuis 2 ou 3 générations qui est celle de la liberté des mers, qui n'est pas du tout la règle dans l'histoire, en fait. Et pour que ça fonctionne, il faut une puissance précisément hégémonique qui dit le droit d'aller librement sur les mers et qui arrête les pirates. Je n'aime pas trop ce terme, on est toujours le pirate un peu de quelqu'un. Qui arrête les pirates, qui empêche des proto-États de couper des routes maritimes, et évidemment qui n'a pas de rival, qui voudrait ouvrir ou fermer d'autres routes maritimes. Or, on se rend compte que depuis plusieurs années, les États-Unis d'Amérique sont confrontés à de plus en plus de problèmes. Alors, ça peut être des proto-États comme les Houthis au Yémen, qui coupent la mer Rouge pendant des mois, et aujourd'hui encore, c'est très compliqué. Seules des compagnies russes et des compagnies chinoises traversent la mer Rouge. L'armée populaire de libération chinoise a une base à Djibouti, qui peut permettre d'escorter des transports. Donc c'est déjà le cas. On a déjà de plus en plus de transports de marchandises, de pétrole, mais pas seulement. Et l'armée française, la marine nationale française, s'inquiète de la sursollicitation de ces bâtiments pour faire du convoyage. Donc c'est déjà le cas. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la montée en puissance absolument gigantesque des 2 marines chinoises. La marine civile, si vous voulez, avec des capacités de production et de construction navale chinoise qui sont sans commune mesure avec celles des États-Unis d'Amérique. Ils produisent à peu près entre 50 et 60% de la flotte mondiale. Pour les États-Unis, c'est 0,13%, si vous voulez, 0,1, 0,2%. Donc, une flotte civile qui n'est pas que civile. Le quatrième transporteur mondial, le chinois COSCO, une entreprise publique, un géant public chinois, a été classé comme entreprise militaire par l'administration Biden, parce qu'ils peuvent servir effectivement à des opérations militaires. Et puis vous avez la formidable montée en puissance de la marine de guerre chinoise, avec des lancements qui ne cessent depuis plusieurs années. Et en fait, on ne peut pas avoir 2 puissances hégémoniques sur les mers. Ça, c'est quelque chose qui mène assez rapidement au conflit. Et donc, dans cette situation, en fait, les États-Unis d'Amérique comprennent qu'il va falloir soit qu'ils refassent de la production des chantiers navals qui produisent plus, qui réouvrent, etc., soit réussir à contenir la poussée de la Chine sur les mers et empêcher ces proto-États de couper les mers. Ça devient de plus en plus difficile. Et ça, à l'avenir, en fait, c'est une question qui ramène à la notion de silos impériaux. Est-ce qu'on va laisser des pans de la mer à d'autres puissances ? Avec donc je retiens moi l'expression de commerce militarisé, Mika Bjonga. Mais complètement, je vous suis tout à fait là-dessus. Ceci dit, là encore, l'Europe a une forme d'atout. C'est-à-dire que si on prend le top 5 mondial des armateurs, on a le premier qui est le danois Maersk, le deuxième qui est le suisse MSC, le troisième qui est CMA-CGM français et le cinquième qui est Hapag-Lloyd allemand. Donc c'est-à-dire sur le top 5, on a un chinois d'État, COSCO, et on a 4 européens. Les Américains ne sont pas à trouver là-dedans. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment les Américains sont de fait dépendants en termes de marine marchande du reste du monde. Ça, c'est le premier point. Mais ils peuvent se permettre cette dépendance de marine marchande parce qu'ils sont évidemment l'hégémon premier en termes de marine, en tout cas jusqu'à maintenant. De marine militaire. Marine militaire, oui, bien sûr, évidemment, pardon. Et donc, ce qui est assez important ici, c'est de comprendre comment c'est en train de se jouer cette question de la remilitarisation, cette perpétuation de la militarisation, parce que d'un côté, les États-Unis n'ont jamais ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui gouverne effectivement la question de l'accès ou du passage innocent dans les zones économiques exclusives, etc. Et de l'autre côté, la Chine,
qui a signé et ratifié cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour autant ne la respecte pas dans un certain nombre d'endroits en fonction de ses intérêts pour la pêche ou de ses intérêts, par exemple, de souveraineté. Tout à fait. Donc on a deux hégémons potentiels qui, de fait, soit ont signé et ne le respectent pas, soit ont signé mais n'ont pas ratifié. Et de fait, l'Europe, au milieu de tout ça, qui essaye de se poser comme le garant de la chose, parce que c'est le droit qui va leur permettre, effectivement, les Européens, de pouvoir continuer à exister. Alors, on va consacrer un chapitre de ce débat aux terres rares, évidemment, indispensables pour des pans entiers de nos économies. On en parle tout de suite avec Steve Jourdain, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Steve. Bonsoir. L'Europe qui cherche à sécuriser son approvisionnement en terres rares. Oui, peut-être avec un temps de retard, hein, Thomas. L'Union européenne a commencé à considérer les terres rares comme une priorité stratégique en 2023. Une législation a été adoptée en la matière. L'idée, c'est de produire davantage sur le continent. 4 objectifs ont été fixés d'ici 2030. Extraire d'Europe au moins 10% des matériaux utilisés sur le vieux continent, en transformer au moins 40% dans des usines de traitement. 25% des matériaux devront par ailleurs provenir du recyclage. Le but de tout ça, c'est de ne jamais dépendre à plus de 65% d'un pays tiers en matière d'approvisionnement, Thomas. 2030, c'est demain. Comment l'Union européenne compte-t-elle s'y prendre ? La Commission a désigné des projets dits stratégiques en Europe. Le but est d'accélérer la cadence. Écoutez. Cette tension sur les matières premières est là pour durer. C'est pour cela que nous avons besoin d'une réponse systémique. 3 milliards d'euros de financement supplémentaire qui sera mobilisé sur les 12 prochains mois pour débloquer les projets dans l'immédiat et dans 3 secteurs prioritaires que nous avons ciblés. Et parmi ces projets stratégiques identifiés par Bruxelles, certains sont situés en France. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des terres rares, Thomas. On va voir ces images. Nous sommes dans le département de l'Allier, autour d'un village qui s'appelle Échassières. 370 habitants seulement, c'est tout petit. Et pourtant, il s'agit de la capitale européenne du lithium. C'est là que d'ici 2029, la France pourrait rouvrir sa première mine depuis 40 ans. C'est l'entreprise Imerys, géant français des matières premières, qui va exploiter le site. Écoutez son directeur. On part sur à peu près 34 000 tonnes à plein régime d'hydroxyde de lithium par an. Ça correspond à 600 à 800 000 équivalents de batteries de véhicules électriques par an. Extrait d'un reportage de Jérôme Rabier à voir en replay sur le site Public Sénat. À noter que d'autres sites en France sont considérés comme stratégiques. Vous allez voir sur cette carte les projets soutenus au niveau national. Certaines régions vont peut-être même connaître une petite révolution industrielle. C'est le cas du Sud-Ouest où plusieurs usines françaises et étrangères se sont implantées pour créer une véritable vallée des aimants. Les aimants permanents, c'est un matériau indispensable, Thomas, pour fabriquer des moteurs électriques notamment. Merci beaucoup, Steve. Est-ce que, je commence avec vous, Jean-Baptiste Velu, l'Europe se réveille un peu tard ? Un peu tard, hein. La Chine est depuis longtemps, ces terres rares font partie de leur stratégie de planification économique depuis 20 ans. Donc il est certain qu'ils ont pris de l'avance, même par rapport aux États-Unis. On sait que les États-Unis ont perdu des mines en Afrique qui ne sont pas bien positionnées, que il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été faites en RDC comme ailleurs. Ce qui est particulièrement problématique pour l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, elle se retrouve face à ces prédateurs qui, eux, ne vont pas hésiter à monnayer ou à brandir le bâton un certain nombre de choses. C'est ce qu'on voit en Afrique aujourd'hui. L'administration Trump est en train de monnayer son aide à la santé. Voyez, pour des droits de forage en Zambie ou négocier aussi de nouveaux accords en RDC. Donc on voit que et la Chine fait de même et n'hésite pas à montrer, enfin à financer à donner des prêts pour pouvoir extraire ces ressources par rapport à l'Europe où finalement c'est l'art de la négociation, de la coopération bienveillante, mais je dirais que la prédation risque de l'emporter dans de nombreux cas. Comment la Chine a-t-elle construit, Arnaud Orin, ce quasi-monopole sur les terres rares ? Je crois que c'est plus de 90 ou 95% du raffinage aujourd'hui qui dépend de la Chine, quoi, c'est ça ? Oui, c'est une politique de planification à 30 ans, en fait. D'ailleurs, c'est le président Trump qui l'a dit, la Chine réfléchit à 30 ans, nous on réfléchit à 6 mois. Ouais. En France, c'est plutôt 6 semaines.
Donc du coup, oui, 10 jours, 6 jours. Donc du coup, effectivement... semaines, c'est les bonnes périodes. C'est une bonne période chez nous. Soyons pas trop défaitistes. Effectivement, elle a pris une avance absolument considérable. Alors aujourd'hui même, la Cour des comptes européenne a sorti un rapport sur les métaux critiques qui rappelle les objectifs que vous avez mentionnés et qui liste en fait les dépendances de 90-99% d'approvisionnement de tel ou tel métal critique. Il n'y a pas que les terres rares venant de tel ou tel pays. Et qui rappelle le problème en fait. Le problème c'est... pour l'instant, on est à peu près à 8% d'extraction de métaux critiques qui viennent du sol européen. Tous métaux critiques confondus. L'objectif, c'est 10% en 2030. Ça veut dire qu'il y a encore 90% qui vient d'ailleurs. Et là, il y a deux problèmes, en fait. Le premier, c'est réouvrir des mines sur le territoire européen. C'est très polluant. Avec l'acceptabilité pour les riverains, bien sûr. C'est extrêmement polluant. Ça demande beaucoup de ressources en eau, en règle générale. Donc, est-ce que nous avons envie, en fait, de détruire encore plus d'écosystèmes que ce n'est déjà le cas en réouvrant des mines? Ou alors, la question, c'est où va-t-on chercher ces métaux et de quelle manière? Par le marché ou alors par des systèmes de prédation, là aussi, ou de coercition dans des pays plus fragiles. Je ne pense pas que ce soit non plus souhaitable. L'Ukraine est concernée par ça. D'ailleurs, la guerre en Ukraine est une scène de cette... Oui, vous avez bien raison. On parle de l'eau dans un instant avec vous, Anne-Charlène. Ce sera notre dernier chapitre. Mais alors, qui dit terre rare dit Groenland. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. La vraie raison de l'intérêt de Donald Trump, elle est là ou pas forcément ? C'est ce qu'effectivement une grande partie de mes collègues de la communauté de recherche sur l'Arctique aux États-Unis pensent, parce qu'effectivement les signaux sont très nombreux et parce que effectivement la dépendance de tout le monde au Groenland est relativement significative. Ici, je voudrais juste faire une petite incise, si vous me le permettez. Il faut distinguer les métaux critiques des terres rares. Les terres rares, c'est une famille de 17 métaux bien spécifiques. On en exploite 16 sur 17 parce que le prométhium est radioactif. Et fondamentalement, sur ces 16 métaux, il y a une dépendance majeure à la Chine, vous l'avez évoqué. Mais quand on évoque le lithium, quand on évoque le graphite, le cobalt, le nickel, là on est sur des métaux critiques. Et pour vous donner un ordre d'idée, deux chiffres peut-être qui peuvent intéresser tout le monde, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'au rythme de transition énergétique qu'on connaît, d'ici 2040, les besoins en lithium pourraient être multipliés à l'échelon mondial par 42, les besoins en graphite multipliés par 25, les besoins en terres rares multipliés par 7, en nickel multipliés par 19, ou encore les besoins en cobalt multipliés par 21. Ça vous donne une idée de la magnitude dont on se parle ici. Et le Groenland est important parce que dans la liste des matériaux critiques, tous pris ensemble, des États-Unis, édité en 2023, vous avez 44 de ces matériaux critiques pour les États-Unis sur les 50 de la liste qui sont présents en quantité significative au Groenland. Et pour l'Union européenne, c'est la même chose avec 24 des 35 matériaux critiques de l'Union européenne présents significativement au Groenland. C'est une attente des Groenlandais qu'on exploite un peu plus leur sous-sol ou pas? Oui et non. C'est-à-dire qu'au niveau du Groenland, il y a une chose qui est très claire, c'est que oui, il y a un intérêt pour le secteur minier, bien sûr. Cependant, la limite, ça va être le niveau de pollution de ce secteur minier. Typiquement, les Groenlandais, depuis 2021, ont instauré un moratoire sur l'extraction de l'uranium spécifiquement, particulièrement polluant. Manque de bol, entre guillemets, c'est-à-dire que dans les mines d'uranium du sud du pays, c'est là que vous avez les principales ressources en terres rares spécifiquement. Donc si vous n'extrayez pas l'uranium, vous ne pouvez pas extraire non plus les terres rares. Donc ça bloque les projets. Et ça a plein de conséquences sur lesquelles on ne reviendra pas aujourd'hui par manque de temps. Mais rassurez-vous, l'enjeu ici, il est de dire que si par contre on parle de l'anorthosite ou du molybdène ou d'autres choses comme celle-là, les Groenlandais aujourd'hui disent oui au secteur minier. Le principal problème qu'ils vont avoir, c'est ont-ils la capacité de gérer des dizaines et des dizaines de mines en même temps quand on a une population de 56 000 habitants. Et donc, ça pose la question d'une immigration de travail, ça pose une question de la stabilité de la culture, etc. etc. Allez, comme promis, chapitre consacré à l'eau avec vous, Anne-Charlène. Vous avez choisi de nous en parler comme un enjeu de la restructuration du monde. Et oui, et c'est vieux de 4500 ans, donc c'est pas un choix très innovant de ma part, mais je vais vous donner quelques exemples des guerres de l'eau qui sont en cours et aussi un petit essai sur leur cause. Alors, l'une des premières
qui me semble très importante, c'est la guerre du Nil, avec un conflit Éthiopie-Égypte-Soudan autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui date de 2011, et qui est un projet vraiment ultra dimensionné, où vous avez l'Éthiopie qui se situe un peu comme la grande citerne de l'Afrique de l'Est. Et c'est assez innovant, notamment parce que ça consiste à s'asseoir sur des traités coloniaux de 1929 et 1959, qui permettaient en réalité des quotas d'eau, quotas de mètres cubes d'eau, aussi bien à l'Égypte qu'au Soudan, que l'Éthiopie a estimé illégitime de manière totalement unilatérale. Donc ça, c'est vraiment une source de tension. Autre élément, civilisation mésopotamienne par qui tout a commencé en réalité dans ces conflits de l'eau, la domination turque est très forte sur le Tigre et l'Euphrate, et on sait très bien que c'est un des enjeux de ces prédations dont on parlait. Alors les causes, ce sont souvent l'obsolescence justement de ces cadres coloniaux, on va dire, avec par exemple le traité de l'Indus signé en 1960 entre l'Inde et le Pakistan, protégé même par la Banque mondiale en réalité, qui consistait encore en des quotas d'eau, et que l'Inde a suspendu unilatéralement en 2025, prétextant d'une attaque terroriste, mais on sait que depuis lors c'est vraiment une crise humanitaire qui a commencé au Pakistan. Autre élément, la rareté, évidemment. Je voudrais parler évidemment du lac Tchad, qui a perdu 90% de sa superficie. Alors les causes sont multiples, mais on sait que c'est une des raisons de l'insurrection de Boko Haram, qui a joué sur ces misères, on va dire, des agriculteurs. Alors j'aurais pu parler de plein de choses, le Colorado, etc. Il y en a des myriades. Effectivement. Et alors, est-ce qu'il y a des solutions juridiques? Est-ce qu'on peut imaginer encore aujourd'hui des solutions juridiques? Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir, parce que justement, ça nous amène à nous, juristes, un peu habitués à l'ancienneté, à renouveler nos cadres. Et on a parlé de la personnalité juridique de l'eau, des fleuves notamment. Je pense au Gange, pour lequel ça a été pensé et abandonné. C'est le cas pour un lac aussi aux États-Unis. Mais forêt amazonienne en Colombie, on voit que les populations donc réfléchissent à ces enjeux dans le temps. La reconnaissance peut-être de l'eau comme bien commun, d'un droit à l'eau. On sait que l'ONU travaille là-dessus. Et puis, moi, j'ai un rêve, I have a dream, que notre eau peut-être nous permette de restructurer un peu nos territoires. On sait qu'on parle par exemple de bio-régionalisme en France, et l'ONU Eau, justement, c'est l'organe, nous dit que ça pourrait même être un enjeu de la paix de demain. Donc voilà, comme vœu pieux, je dirais, il faudrait que l'eau continue à abreuver nos débats pendant très longtemps. J'adorerais être optimiste comme vous. L'eau, facteur de paix, Arnaud Orin, est-ce que vous y croyez à ça? Oui, ou de guerre. Voilà, suivant le côté vert que l'on regarde. On a commencé par faire la liste des guerres. Oui, effectivement. Bon. Les pressions permanentes des États-Unis d'Amérique sur le Canada, par exemple, ont aussi à voir avec l'eau, à voir avec la renégociation de la frontière, en fait, entre les États-Unis et le Canada. Et c'est aussi une question d'accès à l'eau. Donc, finalement, on voit bien que dans un monde de nouveaux impérialismes, la question de l'eau potable est cruciale. Mais elle est aussi cruciale pour les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'exploitation minière, donc, qui vont servir à un certain nombre d'appareils numériques, la défense, mais aussi la transition énergétique, qu'il s'agisse d'exploitation minière, ou qu'il s'agisse effectivement d'intelligence artificielle, de numérique, il va falloir des quantités importantes d'eau. Notamment faire tourner les data centers. Faire tourner les data centers, mais aussi produire des puces électroniques. Tout ça, ça demande beaucoup d'eau. Et donc, on entre dans une situation de conflit d'usage permanente, en fait, qui est pas seulement, qui ne se limite pas seulement à la question de l'agriculture. Mais allez. Non, je vous donne la parole là-dessus, Jean-Baptiste. J'essaye d'être aussi optimiste qu'Anne Charlène sur la capacité du droit international à éviter les guerres de l'eau. Oui, alors c'est une bonne question. Je dirais que sur l'ONU, malgré tout ce qu'on dit sur le multilatéralisme en déclin, l'ONU avance quand même sur un certain nombre de dossiers environnementaux. On a vu avec le sommet sur les mers, on a vu avec, on le voit avec le recyclage des plastiques. Donc il y a encore peut-être une chance à donner au multilatéralisme, et je crois que c'est là où l'Europe peut jouer sa crédibilité. Mais il est certain que aujourd'hui, on ne peut plus penser l'environnement sans penser la sécurité, sans penser le commerce. C'est ce trilemme que chaque pays essaie d'adapter à son modèle de souveraineté, je dirais. Et l'Europe essaie de jouer à la fois sur le commerce,
sur les questions de soutenabilité et sur la sécurité, mais on la sent moins crédible quand il s'agit de faire acte de prédation, si je puis dire. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes fan comme moi du romancier Laurent Godet, mais dans son dernier roman Zem, il raconte l'histoire des habitants de cette mégalopole là, qui est protégée par un dôme, protégée des pluies acides. Et en fait, la denrée la plus rare, c'est l'eau pure, l'eau très très pure. Et ils sont prêts à payer très très cher pour boire une eau qui vient de terre vierge en quelque sorte. Est-ce que je me tourne vers vous parce que, alors peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais j'imagine le Groenland comme un réservoir, pour reprendre l'expression que vous employiez tout à l'heure, qui pourrait là aussi attirer à la convoitise, oui ou non? Et votre intuition, Thomas, est tout à fait juste. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, cette calotte glaciaire, c'est-à-dire cette eau douce, qui fait parfois jusqu'à 2 km d'épaisseur au-dessus donc de la plaque continentale, si vous me permettez cette expression, du Groenland, ça attire. Et ça attire tous ceux qui ont besoin effectivement d'eau. Alors, ça a attiré dès les années 70, par exemple, les Saoudiens qui avaient imaginé à l'époque avec les Français des idées de l'importation d'eau d'iceberg ou carrément d'eau de calottes groenlandaises ou autour de l'Arctique vers l'Arabie Saoudite pour répondre aux besoins en stress hydrique. Ça a aussi poussé évidemment des investisseurs, notamment du premier cercle de Donald Trump, à investir dans 2 des sociétés gestionnaires, ou en tout cas qui essayent de devenir des gestionnaires de l'eau douce au Groenland. On a plein d'éléments comme ça et on le retrouve à travers l'ensemble de l'Arctique d'ailleurs, on le retrouve en Islande, on le retrouve au Svalbard norvégien. Et très clairement, dans le cas du Groenland, cette abondance d'eau douce intéresse évidemment les développeurs de data centers, ça a été dit tout à l'heure, donc les fermes de données. Ça intéresse évidemment le secteur minier, puisque dans le cas du Groenland, si on peut avoir de l'eau en abondance, localement, plus des énergies renouvelables, parce que le Groenland a évidemment cette possibilité-là aussi, ça peut permettre de faire ce que certains appellent des mines vertes, de manière impropre, mais en tout cas c'est la logique. Et donc effectivement, pardonnez mon cynisme là-dessus, mais il y a effectivement une course à l'appropriation des eaux de glace du Groenland et certains investisseurs vont même jusqu'à dire « Non mais venez pas nous taper dessus, vous vous rendez pas compte. Il vaut mieux que j'utilise cette eau qui est issue de cette calotte qui fond, parce que si ça tombe dans la mer, ça va faire augmenter le niveau des mers. Donc je rends un service à l'environnement. » On a ce genre de discours qui, dans les milieux d'investissement aux États-Unis ou en Chine, de fait, fonctionne. Ouais. Dernier mot, je me tourne vers vous, Arnaud Aurin, parce qu'on parle finalement aussi des conséquences du réchauffement climatique. Ce capitalisme de la finitude, c'est aussi ce que nous disent les scientifiques depuis des années. Les ressources de la planète ne sont pas éternelles et elles sont finies. Alors, effectivement, nous avons un nouveau problème par rapport à le capitalisme de la finitude de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Et que nous devons faire face à un réchauffement climatique qui n'est pas du tout maîtrisé aujourd'hui et à une extinction de masse des espèces et une destruction massive des écosystèmes. Est-ce que ça accélère la prédation dont on parle ? C'est-à-dire que en fait, la question n'est pas tant de savoir si ces gens, les oligarques de la tech, etc., sont climato-sceptiques ou pas. Je n'en suis pas tout à fait certain, en fait. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'il faut se lancer dans une course à la prédation des dernières ressources et des dernières terres disponibles avant leurs rivaux. Pour ne pas les leur laisser à exploiter, si vous voulez. Et donc, c'était très intéressant ce que vous disiez à l'instant sur les personnalités juridiques des fleuves ou des forêts, parce que ça veut dire que nous, ce qu'il faut qu'on arrive à développer, c'est un autre rapport au vivant. Et précisément à se dire qu'en fait, il faut utiliser notre environnement, si tant est que la nature, ça existe, parce que peut-être que, en fait, nous faisons partie de la nature d'une toute autre manière. Et ça implique de changer la relation... Les communs que nous avons avec ces autres entités. Ce que font très bien les Groenlandais. On a à apprendre des Groenlandais sur ce terrain-là. Ben oui, et merci beaucoup, merci à tous. Je vais citer vos livres, Arnaud Aurin, Le Monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, qui est donc publié aux éditions Flammarion, et Mika Blujon-Méret, vous signez donc la préface française de ce livre. Alors tu veux acheter le Groenland, c'est aux éditions Saint-Simon. Merci encore une fois à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur notre antenne. Nos débats, ils sont disponibles sur publicsénat.fr, sur notre plateforme, en podcast également. Et puis votre rendez-vous politique dans la matinale. Demain, Oriane Mancini reçoit la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Bonne soirée.